On parle de ce trophée des champions qui avait lieu entre le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. Un match qui a tourné assez court en faveur des Parisiens qui s'imposent, comme je le disais tout à l'heure, assez largement 4-0. Avec un doublé pour Angel Di Maria à la 33e et 92e minute. Et également Christopher Nkunku 40e et Timothée Weah à la 67e minute de jeu. Ce sont deux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. On sait que du côté de la région parisienne, il y a un gros réservoir. Et c'est bien aussi que ces jeunes pousses commencent à frapper à la porte de cette équipe première, ne serait-ce que pour pousser un petit peu les titulaires. Et en tout cas, c'est une très bonne chose. On va revenir justement sur le résumé de ce trophée des champions qui a vu la victoire parisienne. On réécoute ça tout de suite. Alors, il y a un petit souci. Il y a un petit souci, donc on va régler ça tout de suite. On va reprendre le résumé de cette rencontre qui avait lieu du côté de Shenzhen avec justement le résumé. Il est donné ce coup d'envoi par monsieur Rudy Buquet. Le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, duel entre les deux derniers champions de France. Jovetic de l'extérieur du pied pour aller trouver Ronny Lopez. Face à Dagba, Ronny Lopez qui a pu trouver la solution en retrait avec la frappe qui va venir mourir juste à côté. Rabiot qui a peut-être le temps de prendre sa chance. Adrien Rabiot préfère aller au bout du décalage avec le bon centre pour Di Maria, pied droit. Et le bon ballon pour Dagba face à Serrano. Le crochet intérieur, il est passé en vitesse. Dagba qui pénètre dans la surface. La concentration d'entrée Di Maria. C'est bien frappé. Oh, magnifique. Et magnifiquement travaillé. Et ça fait 1-0 grâce à Angel Di Maria qui permet au Paris Saint-Germain de faire la différence peu après la demi-heure de jeu. On l'avait vu de toute manière, on l'a senti dans cette demi-heure très déterminé, un petit peu même comme un meneur de jeu, Angel Di Maria. Il prenait le jeu à son compte, il a fait de très bons décalages. On est monégasque. Et attention, une nouvelle fois Grand Cyr qui va pouvoir faire mal. Le centre en retrait de Samuel Grand Cyr. C'était bloqué à droite, on n'hésite pas à repasser par l'axe. C'est basculé à l'opposé pour aller trouver la solution. Apporté par Nsoki. Et le centre en retrait déposé sur Christopher Nkunku qui permet au Paris Saint-Germain de faire le break. Son troisième but dans cette phase de préparation. Oui, Christopher Nkunku est en grande forme. Ah oui, un modèle d'attaque placée. C'est bien finalement d'être éliminé tôt dans le mondial. Ça, bonsoir Omar. Il y a encore un bel échange entre Nkunku et Rabiot. Oh, bien joué. Ouais, c'était pas loin. Vraiment évolué à 4 dans sa ligne de défense. Attention. Et attention Jovetic, parce qu'il y a position de hors-jeu pour Jovetic qui va prendre sa chance. Nkunku avec Dagba. Il est passé face à Serrano, il a pu retrouver Nkunku, le centre renvoyé par Benaglio. Et qui n'a Dieu que pour lui. Pour Mbappé aussi, depuis la Coupe du Monde, un peu déçu de ne pas le voir ici. Qu'il se repose un petit peu. Nsoki, il a fait la différence face à Raji. Nsoki dans la surface, en retrait. À l'intérieur du pied gauche de Timothée Weah. 3-0 en faveur du Paris Saint-Germain. C'est allé trop vite pour André Raji. Le superbe travail de Stanley Nsoki. Et Weah qui fait la différence. Sa présence, Xavier, parce que pour aller centrer ce ballon sur Weah, il faut être là, il faut vouloir venir presser très haut son adversaire. La récupération est excellente, sans faute, derrière le centre en retrait. Ont-ils pas encore, évidemment, comme beaucoup d'équipes. Et Verratti, parti dans ses œuvres. Marco Verratti va-t-il aller au bout? Il a trouvé le décalage avec Nkunku, c'est là-bas. Et contre mené par Di Maria, très bien pris par Sofiane Diop. La roulette. La roulette de Sofiane Diop était magnifique. Pas de coup de sifflet de Monsieur Buquet. Rabiot. Et là, il y a un 4 contre 2 à négocier. Si Adrien Rabiot parvient à les fixer, voilà qui est fait de la part de Rabiot. Le décalage pour Di Maria. La frappe d'entrée de Di Maria qui s'offre le doublé. 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Du travail bien fait par les joueurs de Thomas Tuchel qui s'impose largement
Monaco. Ouais, modèle de contre, forcément. Bon, il y a un petit peu de relâchement, certes. Il n'y a pas eu une grosse agressivité, mais en tout cas, le contre en lui-même est très bien mené. Le 6e consécutif égalant ainsi l'Olympique Lyonnais qu'il avait réalisé consécutivement entre 2002 et 2007. Et oui, entre 2002 et 2007, et en tout cas c'est encore une fois de plus le Paris Saint-Germain qui va s'imposer dans ce trophée des champions. On va on va surtout écouter ce que l'entraîneur Leonardo Jardim a dit après cette défaite face à cette équipe parisienne. Décidément, il y a des soucis ce soir. On va régler ça tout de suite. On va réécouter justement la réaction de Leonardo Jardim. Bon, alors on va écouter la réaction de Thomas Tuchel en espérant que ça fonctionne, qu'il n'y aura pas de soucis. Nous sommes très contents, je suis très content parce que nous avons gagné en notre première finale. Ça, c'est magnifique. Nous avons gagné 4-0, c'est incroyable et c'était mérité. Et nous avons gagné. J'aimais beaucoup que nous avons joué comme une équipe. C'était une équipe très jeune, mais les circonstances sont été très dures. C'était très chaud, mais nous avons joué avec intensité et avec beaucoup d'intensité et avec comme une équipe. Et ça, c'était top. Ça, c'était top. C'était la réaction, justement, de Thomas Tuchel, l'entraîneur de cette équipe parisienne. Alors, j'espère qu'on va pouvoir écouter notamment Leonardo Jardim qui est revenu sur cette rencontre. Il a tout simplement dit que Paris s'était promené. Et on va essayer de l'écouter. En tout cas, j'espère que ça va bien fonctionner. Je pense que le match s'est passé deux moments. Le moment 35 minutes, première mi-temps. Match équilibré, un côté, autre côté. Nous équilibrons les matchs parce que nous avons couru plus, nous restions plus organisés que l'adversaire. L'adversaire, avec son talent normal, arrivé en premier but. Après, avec les chaleurs, la baisse un peu d'intensité de notre côté, après le talent de l'adversaire, les autres choses. Je pense que c'est justifié. C'est justifié. Paris très au-dessous de nous, en qualité, en contrôle de match. Comme j'ai dit, les premières 30 minutes, avec notre énergie, avec la capacité de travail, avec la solidarité, nous arrivons à équilibrer les matchs. Mais après, quand on a tombé un peu, Paris a se promené. Paris s'est promené, en tout cas l'entraîneur justement Leonardo Jardim m'a dit en fait nous allons bosser. Nous connaissons bien notre stratégie, c'est une stratégie de club, nous sommes ici pour bosser. Bien sûr que tout le monde veut rester avec une équipe prête avant la pré-saison. Cette année, ça n'est pas possible. Nous allons bosser. L'important est de nous révéler tôt le matin pour travailler nos limites et faire le meilleur. Ça, c'est la mentalité. C'est ça que je parle de tout le staff et à tous les joueurs. Et après, avec le travail, seulement le travail, nous pouvons donner quelque chose de plus. Quelque chose de plus pour Leonardo Jardim, oui, il faudra faire quelque chose de plus en tous les cas s'ils veulent rivaliser cette saison avec le Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a d'autres équipes aussi qui ont envie d'aller justement titiller un peu le Paris Saint-Germain, mais en tout cas pour le moment le Paris Saint-Germain a l'air quand même au-dessus du lot. Ça va être encore compliqué cette saison pour les clubs français d'aller justement se mesurer à cette équipe parisienne. Mais on espère que même cette saison et dans les années à venir, les équipes françaises pourront en tout cas titiller cette équipe parisienne pour offrir justement un championnat de qualité et ne pas avoir qu'une équipe
qui domine ce championnat de Ligue 1, mais justement avoir plusieurs équipes, plusieurs locomotives, c'est ce qu'il faut dans un championnat. On le voit dans les différents championnats en Europe. Il y a 4 ou 5 clubs qui rivalisent et ça fait aussi des duels et c'est toujours assez sympa et ça donne en tout cas, ça permettra aussi aux clubs français d'aller en Coupe d'Europe avec justement en jouant des gros matchs en championnat. Ça leur servira pour les coupes européennes. On va revenir justement, donc la semaine prochaine, on va parler de la première journée. On va vous donner le programme de cette première journée qui aura lieu le vendredi 10 août avec tout d'abord un choc dans le sud de la France. Ce sera du côté de l'Olympique de Marseille qui recevra Toulouse. Ce sera à partir de 20h45. On suivra aussi ce qui va se passer ce samedi 11 août avec la poursuite de cette première journée avec tout d'abord à 17h Nantes qui recevra l'AS Monaco. Les autres rencontres auront lieu à 20h. Le LOSC recevra Rennes, Saint-Étienne recevra Guingamp, Nîmes, le promu, ira jouer du côté d'Angers, Montpellier recevra Dijon et Nice recevra le Stade de Reims qui lui aussi est promu cette saison avec un ex-socialien qui a signé dans ses rangs. J'ai nommé Axel Actas à qui on souhaite bonne réussite et également une bonne saison en espérant qu'il joue aussi pas mal de matchs. Ce dimanche 12 août ce sera la fin de cette première journée avec à partir de 15h l'Olympique lyonnais qui recevra l'équipe d'Amiens. On retrouvera à partir de 17h Bordeaux qui recevra Strasbourg. Et le grand format de cette première journée, le Paris Saint-Germain qui recevra Caen. Ce sera à partir de 21h. On va regarder ce qui s'est passé en tout cas ce mercredi 6 août au niveau des transferts. On va suivre ça. C'est RMC Sport qui nous donne un peu tous les transferts qu'il y a eu ce jour et aussi les jours auparavant. L'aventure de Rachid Ghezal à Monaco n'aura pas duré. Arrivé l'an passé sur la Côte d'Azur, l'ancien Lyonnais quitte déjà le club du Rocher direction l'Angleterre, plus précisément Leicester. Le milieu de terrain de 26 ans s'est engagé pour 4 ans avec les Foxes où il aura la difficile tâche de faire oublier Riyad Mahrez, parti à Manchester City. Ghezal est la 5e recrue du champion d'Angleterre 2016. Après Lucas Digne, un autre Barcelonais s'apprête à rejoindre Everton. Yerry Mina, selon Sport, le défenseur central du FC Barcelone devrait s'engager pour 5 saisons avec les Toffees. Les deux clubs ont trouvé un accord estimé à 32 millions d'euros pour l'international colombien. La rumeur Jérôme Boateng au PSG enflait de jour en jour. Mais Manchester United est entré dans la danse et selon le journal allemand Sport Bild, une offre aurait bien été faite. José Mourinho aurait fait du défenseur central une priorité. Le Bayern Munich a demandé 50 millions d'euros pour le joueur qui a peut-être joué son dernier match avec le club bavarois ce dimanche en amical face justement aux Red Devils. Tout juste arrivé au Milan AC, Leonardo veut déjà marquer de son empreinte l'effectif milanais. Le nouveau directeur général du club espère faire venir Adrien Rabiot. Selon la Gazzetta dello Sport, le club cherche un milieu de terrain relayeur et Leonardo apprécie beaucoup l'international français de 23 ans. Mais cela semble compliqué étant le PSG paraît déterminé à prolonger Rabiot, qui a été convaincu par le discours du nouvel entraîneur Thomas Tuchel et qui a refusé les avances du FC Barcelone. Alors que la situation semblait bloquée depuis plusieurs jours, Axel Witsel va enfin rejoindre le Borussia Dortmund. Selon le journal Bild, le club allemand a trouvé un accord avec le club de Tianjin Quanjian pour un transfert à hauteur de 20 millions d'euros. Le milieu de terrain est attendu ce lundi en Suisse où les jaunes et noirs sont actuellement en stage. Witsel s'engage pour 4 ans et un salaire annuel de 10 millions d'euros. Et oui, Witsel au Borussia Dortmund. Allez, quelques autres infos notamment. Alors ça c'est pas pour la Ligue 1, mais c'est surtout du côté de la Juventus de Turin. Alors, vous savez qu'il y a eu un gros transfert cette saison. C'est bien évidemment Cristiano Ronaldo qui s'est engagé du côté de la Juventus de Turin. Et pour le moment, eh bien, en tout cas, la Juve, même si Cristiano Ronaldo n'a pas encore fait de prouesse avec la Juve sur le terrain, en tout cas, il en fait au niveau du marketing, car Cristiano Ronaldo a permis aux Bianconeri de toucher déjà le jackpot avec 55 000 maillots floqués donc du numéro 7 qui ont déjà été vendus. Et la vieille dame doit maintenant faire face forcément à une rupture de stock
stock. Donc est-ce que justement ce transfert sera amorti à terme, hein? On sait que on sait que le septuple champion d'Italie en titre peut dès à présent en tout cas se frotter les mains, puisque il est vrai que l'effet Cristiano Ronaldo a déjà engendré une hausse de ses revenus marketing qu'on estime à 6,3 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'à ce rythme-là, on imagine bien que les Transalpins vont pouvoir récolter entre 55 et 65 millions d'euros grâce aux ventes de maillots sur l'ensemble de la saison. C'était une info maxifoot.fr. Allez, on continue justement avec les infos de nos confrères, avec tout d'abord Amiens où de nouveaux mondialistes seraient en approche. Alors décidément il y a des joueurs présents au mondial 2018. Alors c'est vrai qu'il y a le latéral droit suédois de Bologne, Emil Kraft, 24 ans, qui est en instance d'arrivée. Il est vrai que nos confrères du courrier Picard affirment que 2 autres joueurs présents, notamment en Russie, pourrait renforcer les rangs du club entraîné par Christophe Pélissier. Il s'agit du milieu de terrain polonais Rafal Kurzawa, 25 ans, qui est actuellement libre, et de l'attaquant iranien d'Östersund en Suède, Saman Ghoddos, 24 ans. Alors les dossiers pourraient aboutir la semaine prochaine, selon le courrier Picard. C'est une bonne nouvelle pour ce club amiénois. Où d'autres joueurs ont signé également, et aussi une rumeur peut-être un petit peu folle. C'est vrai qu'il y a une information qui a été révélée justement par le courrier Picard ce dimanche. Alors, d'après le journal régional, le milieu de terrain Samir Nasri, 31 ans, qui est actuellement libre, ferait partie d'une liste dressée par la cellule de recrutement d'Amiens et proposé à l'entraîneur Picard, Christophe Pélissier. Le média précise que le nom de l'ancien international français a été coché avant l'annonce de sa suspension pour dopage jusqu'au 1er janvier 2019, une sanction qui a sans doute dû refroidir considérablement Christophe Pélissier, sans parler des exigences salariales du joueur français. Alors, selon la même source, le latéral droit Bakary Sagna, 35 ans, libre depuis son départ de Benevento, figure aussi sur cette liste. En tout cas, on voit que cette équipe d'Amiens a de l'ambition pour la saison prochaine. Allez, d'autres informations en bref. Là, vous l'avez entendu tout à l'heure avec le dossier Boateng, où Manchester United arrive justement dans ce dossier où le Paris Saint-Germain semblait avoir une longueur d'avance. Ce n'est peut-être plus forcément le cas. Également Adrien Rabiot qui met du temps justement pour prolonger avec le Paris Saint-Germain, et comme on l'a entendu tout à l'heure, c'est vrai que le directeur sportif du Milan AC, Leonardo, lui a fait le déplacement à Paris pour rencontrer justement Nasser Al-Khelaifi, mais aussi le clan Rabiot, afin d'évoquer un possible transfert. On parle de l'Olympique lyonnais qui voudrait bien s'offrir Ruben Dias. Il est vrai que le président Aulas serait prêt à exploser sa tirelire. C'est vrai qu'on l'a déjà rappelé la semaine dernière, l'Olympique lyonnais cherche justement un défenseur central. Et il en a fait sa priorité, mais le club justement du Benfica ne veut pas laisser partir son joueur à moins de 30 millions d'euros plus 15 millions d'euros de bonus, ce qui fait 45 millions d'euros. L'OL va-t-il franchir le pas justement pour ce jeune joueur qui, rappelons-le, n'a que 21 ans? On passe à d'autres informations également, avec tout d'abord l'OM et l'OL qui se chambrent un petit peu sur Twitter. Alors sur Twitter, on voit l'arrivée notamment du champion du monde Nabil Fekir, qui est de retour justement à l'entraînement. On le voit avec une casquette de l'Olympique de Marseille. Et forcément, l'Olympique de Marseille tweet belle casquette, et la réplique de l'Olympique lyonnais ne se fait pas attendre avec voilà ce qu'il réplique. Merci, il va commencer sa préparation pour climatiser le Vélodrome. Donc des petits tweets assez sympas, tant que ça reste comme ça. C'est un petit peu du chambrage, mais ça fait partie du football et on préfère ça. Avec l'OM également, dont les dirigeants sont excédés par justement Balotelli. C'est vrai que l'attaquant est toujours la priorité au poste d'avancement de cette équipe marseillaise, mais en tout cas dans ce dossier ça tarde. Et comme le rappelle un proche du dossier, cette affaire rend dingue les dirigeants de l'OM. Il est vrai que le comportement de l'Italien et de son agent Mino Raiola, trop gourmand, ne passe plus auprès des décideurs marseillais qui justement s'interrogent désormais sur le bien fondé d'une telle dépense. Il est vrai que pour l'OM, le plan B, qui était Olivier Giroud, est totalement tombé à l'eau.
Allez, du côté de l'OM, on dévoile ses objectifs. Le dernier finaliste de l'Europa League qui a fini 4e de Ligue 1 à l'occasion de la saison 2017-2018. Eh bien, en tout cas, le président Jacques-Henri Hérault, coditien à l'équipe, a simplement dit progresser dans tous les domaines, être à la lutte pour une place sur le podium en affichant des valeurs de combat, faire de l'Orange Vélodrome une ressource stratégique pour le club et proposer à nos supporters la meilleure expérience en France en matière de football. Améliorer encore notre système de détection et de développement de jeunes talents pour mieux préparer demain. Eh bien, on espère que cette équipe marseillaise le fera. Allez, transfert encore, l'Olympique de Marseille qui avait prêté son joueur Rémi Cabella du côté de l'AS Saint-Etienne serait un petit peu moins gourmand en cas de transfert. En tout cas, une réunion a lieu ce lundi. Eh bien, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce qui se passe, un petit peu du côté de la Ligue 1. On va justement vous parler, aussi du rachat des clubs de Ligue 1. J'ai vu cette petite information, on en avait déjà parlé une fois. Il est vrai que nos champions du monde sont rentrés dans l'Hexagone. Ils ont été formés par nos clubs en France. Et vous allez écouter ce petit reportage justement qui parle un peu de tout ça. C'était sur RMC Sport. Alors décidément ce soir, il y a des soucis... Il y a des soucis avec justement la platine, avec l'ordinateur. Je pense que peut-être que c'est la chaleur. La chaleur a fait qu'il ne veut pas. Donc on parlera justement, je vous repasserai ça une prochaine fois parce qu'il ne veut vraiment pas. Décidément. Allez, on va passer justement à ce qui s'est passé en Ligue 1 lors de cette deuxième journée. Allez, on attaque avec le jingle Ligue 2. On attaque la partie Ligue 2 avec cette deuxième journée et on commence par la rencontre entre Le Havre et Grenoble. Grenoble qui a battu Sochaux la semaine dernière, qui se déplaçait du côté du stade Océane pour affronter, on espérait voir Faneva Andrea-Tsima, mais Faneva n'a pas joué cette rencontre. Et c'est tout d'abord Jean-Pascal Fontaine qui à la 56e minute de jeu ouvre le score pour cette équipe havraise, avant que Maxime Spano à la 90e n'offre l'égalisation au promu grenoblois. Et score final, un but partout. On va écouter tout de suite les réactions de l'entraîneur havrais Oswald Tanchot et également du buteur Maxime Spano et de l'entraîneur grenoblois Philippe Inchberger. Pardon, je vais y arriver. Inchberger. Bon, je vais pas y arriver finalement. Bon, sur les 20 dernières minutes ou même dernier quart d'heure, je pense que Grenoble s'est donné les moyens de revenir et puis qu'ils n'ont pas volé leur égalisation parce qu'ils avaient eu quelques très bonnes situations avant ça, mais je pense qu'on aurait dû breaker. On a eu les situations et puis en breakant pas, on aurait dû faire preuve de plus de malice, plus de métier. On a multiplié des fautes bêtes qui ont amené des coups francs et puis sur ce ballon, le ballon de leur envoyer, il n'y a plus de gardien. C'est un ballon qui doit repartir dans leur camp et je pense que si c'est le cas, c'est terminé. Donc c'est les circonstances de ce but qui me frustre et qui m'énerve parce qu'on lâche 2 points qui étaient à notre portée, mais en même temps j'ai pas aimé notre entame de match et j'ai pas aimé notre fin de match. Et j'ai pas aimé le premier quart d'heure. J'ai trouvé qu'on était mou et on n'a pas fait dans cette entame de match là ce qu'on devait faire. On a bien corrigé. Au final, on s'est quand même créé beaucoup d'occasions. Et on a malheureusement mal fini parce que je pense qu'on a, je répète, on a saccadé le jeu en rendant des ballons, en faisant des fautes, en étant un peu en retard dans la récupération du ballon, alors que c'était des ballons qui méritaient d'être tenus et d'être joués dans le camp adverse. On avait vraiment la possibilité de le faire et à la fin on fait rentrer de la vitesse et on n'a pas exploité du tout ça, alors qu'il y avait beaucoup de possibilités de les contrer sur cette fin de match. Un énorme plaisir, une énorme fierté pour moi. Mais voilà, ce but je le dois à toute l'équipe et vraiment ça fait vraiment plaisir pour tout le groupe. Ça va pour éviter le deuxième. Ouais, Brice monte, corner, j'ai l'impression que ça part en contre, au final on la récupère. Et un peu cafouet, je vois pas tout, je me mets au second poteau et je vois Flo il fait la passe, je me déporte sur le côté et je fais un contrôle un peu long.
Et là, je donne tout, je frappe et je la mets au bon endroit. De faire nul au Havre qui reste sous une très bonne dynamique, je pense, avec je ne sais pas combien de buts, de matchs sans prendre de buts. Bon, on a quand même. On a des situations, on a des occasions de budget. Thuram a été sollicité, il a fait des arrêts aussi, bon gardien aussi. Donc c'était un match ouvert qui aurait pu finir à 2-2, à 3-2, à 4-1, j'en sais rien. Bon, après, ça dépend un peu des moments où on va mettre les buts. Voilà, en tout cas, le début de saison, pour l'instant, c'est 2 matchs. Le début de saison, on fera le point fin septembre, quand on sera à 11 matchs. Mais bon, c'est toujours intéressant d'enchaîner. C'était l'objectif aussi. Ce soir, confirmer un peu notre quand même bonne moitié de match contre Sochaux. Mais moi, si c'est une moitié de match à chaque match, moi, on est bon, je signe tout de suite. Parce que c'est déjà difficile d'être bon sur 45 minutes. Et puis, c'était l'objectif ici, enchaîner, aussi enchaîner au niveau comptable. Enchaîné pour Philippe Inchberger. En tout cas, un bon match nul pour cette équipe de Grenoble. Allez, on se dirige vers une équipe qui avait perdu son premier match, en l'occurrence Auxerre, du côté de Valenciennes 3-1. Auxerre avait envie de se reprendre justement du côté du stade de l'Abbé Deschamps en recevant le Gazélec Ajaccio d'Albert Cartier. Finalement, cette équipe auxerroise a été battue sur son terrain par justement l'équipe corse. Alors ça a commencé dès la 16e minute de jeu avec Romain Armand qui met le premier but. C'est ensuite Fomba qui va égaliser à la 28e pour cette équipe auxerroise avant que de nouveau Romain Armand à la 37e minute de jeu n'inscrive le 2-1. Et c'est ensuite Jimmy Roy à la 69e minute de jeu qui inscrit le 3-1 avant que Romain Philippotto à la 90e ne réduise l'écart à 3-2. Mais ça ne suffira pas pour les hommes de Pablo Correa qui s'inclinent 3-2 et qui prennent encore 3 buts comme au premier match. 3 buts à Valenciennes, 3 buts face à Auxerre. Forcément, il y a des soucis de défense du côté de l'équipe auxerroise. C'est justement ce que va dire en conférence de presse Pablo Correa. On l'écoute tout de suite. Pour moi, sont très ressemblables dans l'esprit. Quand vous prenez 3 buts à chaque fois, voilà, je ne vois pas des solutions possibles. C'est pas parce que je pense pas que mon équipe peut marquer 4, parce que le football il se joue pas de cette manière-là. Aujourd'hui, on assistait à le même scénario. À chaque fois que l'adversaire rentre dans notre surface, c'est ficelle. À partir de là, on ne peut pas analyser le match. Vous savez, moi en tout cas, je l'analyse pas aujourd'hui. Moi, je n'arrive pas à voir des choses positives dans des défaites de cette manière-là, comme on a subi à Valenciennes et aujourd'hui. Ça veut dire que jusqu'à qu'on n'est pas capable de corriger ça, quelque chose soit capable de corriger ça, voilà, on ne peut rien prétendre. Oui, parce que c'est notre première victoire. Parce que c'est une victoire à l'extérieur également contre une équipe solide, même très solide de ce championnat, qui reste quand même un club et une équipe qui seront difficiles à jouer de toute façon sur la saison, même si ce soir on a réussi, nous, à peut-être améliorer ce qui avait été notre point le plus faible contre le Paris FC, c'est-à-dire être efficace offensivement. On a réussi ce soir à corriger ce petit défaut qu'on avait eu contre Paris FC. Voilà. Pour autant, ce n'est que le début de la saison, mais quand on a une équipe qui a la volonté et l'envie de courir et de se dépasser comme on le fait, c'est toujours encourageant dans un championnat comme celui-là. Dans un championnat comme celui-là, oui, en tout cas les hommes de Albert Cartier ont pris 3 points. Ils avaient pris qu'un point justement du côté du Gazélec Ajaccio. Allez, on va s'intéresser cette fois-ci au Paris FC. Le Paris FC qui menait en tout cas, non, qui menait pas, qui s'est imposé face à Nancy 2 buts à 0. 2 buts à 0 face à Nancy. Nancy qui restait sur une défaite face à Béziers du côté du stade Marcel Picot, qui a envie de se reprendre du côté du Paris FC de Mecha Bazdarevic. Et finalement, ce sont les hommes de Mecha Bazdarevic qui s'imposent 2 buts à 0. Et des buts qui vont être signés, justement, alors je vais essayer de lire correctement. Mamilone et également de Saint-Louis, donc à la 48e et 75e minute de jeu, et ça fait 2 à 0 pour cette équipe du Paris FC. On va entendre justement les réactions de Mecha Bazdarevic et également de Didier Tolo. On était inquiétés avant le match parce qu'on savait
Ils ont fait une contre-performance à la maison. Vous savez qu'il s'agit d'une quand même bonne équipe. Puis après, c'est vrai, pendant le match, on n'était pas tellement inquiétés. Le premier mi-temps, c'était un petit peu haché. Il y avait des bonnes choses, il y avait moins bonnes choses. Mais je pense dans l'ensemble qu'on a quand même réussi de maîtriser le match. Et à l'arrivée, un petit peu chanceux, premier but, et puis ça a libéré les joueurs, et puis je pense que la victoire, elle est méritée. Non, mais je pense que c'est très 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 bien. C'est le début de saison, il y a des joueurs qui sont arrivés tardivement. Milan, même Vincent Rofli, ils ont travaillé à peine 15 jours avec nous. C'est le début de saison, il manque d'automatisme, il manque de beaucoup de choses, mais je pense qu'il est très 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 important. On a vu une équipe qui dans l'esprit, il était là, il était présent, il travaillait, il bossait ensemble. Bien entendu, on a voulu jouer aussi. Ça nous a réussi par le moment. Un petit peu de déchets techniques, mais je pense qu'il faut encore bosser, puis j'espère qu'on va s'améliorer et on va être encore plus performant par la suite. C'est pas le début, c'est pas le début escompté, c'est pas le début qu'on voulait, mais aujourd'hui il faut se rendre à l'évidence que même si c'était un match fermé, où il n'y a vraiment pas beaucoup d'occasions, où on était bien en place, on n'a rien produit offensivement, donc je veux dire aujourd'hui c'est pas illogique qu'on se retrouve aujourd'hui avec 0 points. Non, on a rien. On a fait les mauvais choix au mauvais moment. On a eu des contres en première mi-temps qu'on pourrait beaucoup mieux jouer. On n'a pas été productif. On a beaucoup joué direct. C'est pas le reflet de ce que l'on peut voir à l'entraînement, mais la vérité c'est le match. Aujourd'hui, sur ces 2 matchs, il n'y a rien de vraiment très positif. Maintenant, là, il y a 2 matchs à jouer. Il ne faut pas les refaire. Il faut continuer et à nous de trouver, staff compris, les solutions pour faire avancer cette équipe. Non, c'est sûr, Didier Tolo, on ne peut pas refaire ces 2 rencontres. Bon, du côté de Sochaux, on aimerait bien, hein, ça nous permettrait peut-être de prendre quelques points, mais c'est impossible. Mais c'est comme ça, c'est le début de saison, c'est compliqué pour pas mal d'équipes, mais ce ne sont pas toujours les équipes qui sont en tête à l'heure actuelle qui finiront en première position. Ce championnat de Ligue 2 est tellement serré que tout peut arriver, tout le monde peut battre tout le monde. On verra dans quelques journées justement où seront toutes ces équipes et cette équipe sochalienne également. On va se diriger cette fois-ci du côté de Metz qui lui vient de redescendre de Ligue 1 et qui s'était imposé la semaine dernière du côté de Brest. Metz qui recevait Orléans et Metz qui a cartonné 5-1 à cette équipe d'Orléans. Les hommes en tout cas de Frédéric Antonetti étaient en forme et surtout très réalistes et ça commence par le premier but de Farid Boulaya dès la 19e minute de jeu. Ensuite le festival Diallo qui signe un quadruplé à la 35e, 47e. Et on va dire que justement Tel avait réduit l'écart pour cette équipe d'Orléans à la 50e minute de jeu avant que Diallo 57e et Diallo 90e ne parachèvent le score fleuve de cette équipe de Metz. On va écouter tout de suite la réaction de Frédéric Antonetti et de Didier Olé-Nicole qui dit on s'est pris une belle claque aujourd'hui. Du football, hein. Voilà, c'est éviter d'une équipe dans sa vie de donner du plaisir aux gens, bien sûr. C'est exactement ça. Bah oui, il y a 5 buts. Un match difficile à aborder parce qu'une équipe d'Orléans qui est venue au départ très regroupée devant son but, il n'est jamais facile de marquer le premier but dans ces conditions. On a su le faire, il faut être patient. Donc voilà, après, les choses se sont un petit peu décantées. Voilà, donc il y a de bonnes choses, il y a de belles actions, il y a de beaux buts, voilà, donc il y a beaucoup de réalisme aussi. Voilà, face à une équipe d'Orléans qui n'a jamais abdiqué, voilà, il faut le dire aussi, et qui était venue pour nous poser des problèmes. Donc il faut toujours trouver des solutions face à des équipes très regroupées derrière. On l'a fait ce soir. Donc il va falloir qu'on améliore aussi les coups de pied arrêtés, parce que ça peut être une arme importante, parce qu'on obtient beaucoup de corners, beaucoup de coups francs à ces moments-là. Donc voilà, après... il faut dire que les conditions étaient très très compliquées, il faisait très très chaud, vous avez pu vous en rendre compte. Donc les joueurs ont beaucoup souffert, donc il n'y a pas les accélérations qu'on peut avoir quand il y a des temps un peu plus cléments, mais il y en a eu quelques-unes qui ont fait mouche. Oui, bien sûr, c'est la plus belle claque qu'on ait pris, en tout cas que j'ai pris depuis que je suis à Orléans, je pense. Et puis voilà, il n'y a pas eu photo, hein, mais on savait que
Le FC Metz, c'était une belle équipe, on l'avait vu à Brest. Mais contre une belle équipe, eh bien, si on veut avoir une chance, il faut faire un match de foot. Et sur la première mi-temps, on a été d'une apathie terrible. Ce soir, on n'était pas au niveau d'un match de Ligue 2 en général, parce qu'il faut y mettre beaucoup plus de caractère. Et puis d'autant plus quand on joue contre le FC Metz, on sait qu'il faut qu'on fasse un très bon match de Ligue 2. Et ce soir, il y avait une division d'écart entre les deux équipes. Il y avait une division d'écart entre les deux équipes. Et ben oui, forcément, quand on en prend 5, c'est qu'il y a un petit souci. Il va falloir que cette équipe d'Orléans règle les choses, car on sait que ce début de championnat est aussi très important. On part du côté du sud de la France et on part en direction du promu Béziers. Béziers qui avait surpris l'équipe de Nancy la semaine dernière au stade Marcel Picot en s'imposant 2-0. Elle recevait une équipe de l'AC Ajaccio, une équipe corse qui avait perdu le week-end dernier elle aussi. Et finalement, ça s'est révélé un combat où les Ajacciens ont fait preuve justement d'expérience et en étant très costauds. Et ils s'imposent par la plus petite des marges, 1-0, un but de Johan Cavalli à la 4e minute de jeu. Bon, il est vrai que dans cette rencontre, il ne fallait pas être en retard car il n'y a eu que ce but. On va écouter justement Mathieu Chabert qui revient sur cette rencontre et également Olivier Pantaloni, l'entraîneur corse qui dit l'équipe d'Ajaccio a su faire preuve de métier. Après oui, c'est une défaite frustrante, c'est la Ligue 2, on est là pour apprendre, hein. On savait que la physionomie du match risquait d'être ce type de match-là, que c'était une équipe avec beaucoup d'expérience, qui avait plus de 30 ans de moyenne d'âge, avec de très bons joueurs qui savent utiliser toutes les ficelles. Attention, toutes les ficelles, ça a été un match très correct, sans aucun anti-jeu. Mais voilà, c'est une équipe d'expérience et on l'a vu surtout en première mi-temps. Après, on a réussi à imposer notre tempo et on s'est créé des situations. Voilà, c'est une défaite rageante et frustrante, mais c'est une défaite qui va nous permettre, je l'espère, d'apprendre beaucoup pour les prochaines fois. Parce que il faut pas oublier qu'on est une équipe jeune à ce niveau-là. Autant on n'était pas euphorique après la victoire de Nancy, autant on n'est pas catastrophé ce soir. On est à notre place, on continue à apprendre. Je suis content qu'on se crée des situations, c'est ce qui nous rend confiants pour la suite. Si on ne se crée pas de situation et si on n'avait pas la maîtrise du jeu, on s'inquiéterait. Là, c'est pas le cas, on reste vigilant, c'est une bonne petite piqûre de rappel. On était venu pour se rassurer un petit peu, essayer de tenter de se rassurer par rapport à la défaite face à Troyes la semaine dernière. C'est jamais évident de débuter à domicile par une défaite et d'avoir enchaîné face à un promu qui vient de gagner à Nancy, qui était en pleine confiance par rapport à la saison passée, par rapport à son premier résultat de Ligue 2. C'est pour ça que j'avais demandé aux gars d'être hyper sérieux, hyper rigoureux. Donc le résultat entièrement satisfaisant, même si sur la physionomie du match il est peut-être pas totalement mérité, mais quoi qu'il en soit, il y a des matchs comme ça, on a joué peut-être un peu à l'ancienne, en étant très solide. Et oui, en étant très solide, c'est ce qu'il faut en Ligue 2, être costaud, et cette équipe d'Ajaccio a été costaud et a remporté les 3 points de cette victoire. On part du côté de Troyes qui était bien évidemment relégué de Ligue 1 et Troyes qui s'était imposé justement du côté de l'AC Ajaccio 1-0 lors de la première journée, recevait l'équipe de Brest qui elle s'était inclinée. Et c'est pourtant Johan Tousgar, un ancien de la maison sochalienne, qui marque son 2e but de la saison en 2 matchs à la 13e minute de jeu. Et c'est finalement Brest qui va s'imposer dans cette victoire grâce à un doublé de Gaëtan Charbonnier à la 37e et 42e minute de jeu. Rien ne sera marqué en seconde mi-temps et c'est le stade brestois qui s'impose 2-1. On va écouter la réaction de l'entraîneur de l'Estac, Rui Almeida, et également Jean-Marc Furlan pour le stade brestois. Je suis d'accord qu'il y a un basculement de le match. Je pense premier 30-35 minutes, c'est clair que nous avons été au-dessus du match. Occasion pour faire peut-être le deuxième sur le match. Nous avons perdu un peu la concentration sur les dernières 10 minutes et on paye cher sur deux situations de couperité, un de corner et un de touche. Nous savons que peut arriver. Et le plus important pour moi, c'est que les joueurs ont fait tout sur les matchs pour venir et pour changer les résultats. Bien sûr, c'est une déception. Bien sûr, c'est une déception parce que
c'est notre premier match à domicile et on veut gagner le match pour les supporters qui ont été là avec nous. Non, je suis très content pour les garçons par rapport à notre préparation et ce qu'ils ont montré en préparation sur les 6 semaines. Et par rapport aussi au fait qu'on a joué lundi, on a 3 jours de moins de récupération, plus le match de Metz c'était du lourd, sur le plan de l'intensité, sur le plan de la force. Donc je suis satisfait qu'ils aient pu prendre ces 3 points, et d'une façon d'ailleurs qui même si c'est pas parfait évidemment, et loin de là, mais voilà, qui je pense pour nous, on n'est jamais objectif quand on est entraîneur d'une équipe, mais qui me semble être juste quoi. Voilà, qui me semble être juste. Que les garçons aient pris 3 points. Donc, par rapport à ce qu'on a vécu depuis 6 semaines, c'est une juste récompense. Voilà. Par rapport à leur investissement, même si rien n'est parfait, eh bien, tout n'est pas parfait, pardon, mais c'est une bonne chose. Tout n'est pas parfait, mais c'est une bonne chose pour Jean-Marc Furlan. Bah oui, c'est toujours une bonne chose d'aller s'exposer à l'extérieur lorsqu'on a perdu la première journée. On file du côté de Niort, Niort qui recevait l'équipe de Clermont, et c'est Niort qui va s'imposer 4-2 dans cette rencontre. Et ça commence bien pour cette équipe de Niort avec Lapi qui inscrit le premier but à la 28e minute de jeu. C'est Ndai à la 31e qui va égaliser pour cette équipe de Clermont, avant que Clermont ne prenne l'avantage 2-1 à la 59e minute de jeu. Et ensuite c'est Loté à la 66e, Comté 78e et Jacob à la 85e minute de jeu qui inscrivent 3 buts. Et qui permettent en tout cas à cette équipe, à l'équipe de Patrice Lair de marquer 4 buts et de gagner surtout cette rencontre 4-2. On va écouter les réactions du côté de Niort avec Patrice Lair et également du côté de Clermont avec Pascal Gassien. Bon, petite première mi-temps. Première mi-temps, on était en retard sur tous les ballons, on manquait d'agressivité, c'était pas du tout ce qu'on avait prévu. On a eu la chance de marquer un but, après on fait une erreur de gamin et ils égalisent, mais c'est ce que j'ai dit aux garçons à la mi-temps. C'était un miracle qu'on soit à match nul. On aurait dû être mené à la marque. L'équipe de Clermont avait une autre emprise, avait eu beaucoup plus de situations dangereuses. On a changé de dispositif, on a cherché une agressivité plus haute sur le terrain, et puis surtout on s'est débridé un petit peu, 1 ou 2 changements, mais bon, les changements viennent parce que j'ai un effectif, j'ai confiance en mon effectif, c'est pas les joueurs qui sortent ou d'autres qui rentrent, c'est l'ensemble du groupe qui a fait la différence cette deuxième mi-temps, et puis après on a fait des choses intéressantes, même si on s'est condamné en prenant toujours pareil, un but idiot, qu'on doit jamais prendre. Après, bon, il y a eu le talent de certains joueurs, aussi bien sur balle arrêtée que aussi sur la vivacité de certains de mes joueurs. Je leur dis chapeau parce que ça montre bien que quand on va aller vers l'avant, quand on croit un petit peu en ses possibilités, on est capable de marquer des buts. Et ce soir, on a encore marqué 4, même si malheureusement on en prend 2. Mais si on veut gagner des matchs, il faut marquer des buts. Je pense que le public a été content. Ils ont vu 6 buts, ils ont vu une belle équipe de Clermont aussi. Et c'était très important qu'on gagne ce premier match parce que pour le public, pour nous, et aussi pour essayer de fidéliser un petit peu les personnes qui viennent nous encourager. Le public nous a encouragés. C'est bien. C'est pas explicable. Il n'y a rien de rationnel dans ces explications. On a failli pendant 30 minutes, où je pense qu'on s'est laissé aller, on a joué comme on sentait, on n'a pas respecté ce que l'on avait dit, on avait les lignes très écartées, voilà, tout roulait bien, on marque le deuxième but, je pense qu'on maîtrisait le match, donc on pensait qu'on allait au bout, je pense qu'on a été extrêmement suffisant dans ce qu'on a fait. Donc je suis pas content du tout de ce qui s'est passé sur les 30 dernières minutes. On n'a pas fini le match, on a oublié de finir. On a oublié de finir le match, c'est ce qu'indique justement Pascal Gassien. Donc c'est toujours un petit peu embêtant, mais cette équipe de Clermont s'incline du côté de Niort. Dernier match, c'était ce samedi, il y aura encore une rencontre ce lundi avec Châteauroux qui recevra le FC Lorient à partir de 20h45. Mais on va s'intéresser à ce qui s'est passé du côté du stade Bollaert entre Lens et le Red Star. Red Star promu cette saison, qui avait lui aussi perdu sa première rencontre à domicile, qui a posé tout de même des soucis à cette équipe lensoise. Mais finalement sur un bon mouvement collectif, c'est Kevin Fortuné qui va inscrire
inscrire le but lensois à la 39e minute de jeu. Et il n'y aura qu'un but d'inscrit dans cette rencontre. Et ça fait 3 points de plus pour cette équipe de Lens, c'est-à-dire 6 points en 2 matchs. On va écouter les réactions du côté de Lens, la réaction de Philippe Montagnier et celle de Régis Brouard. Régis Brouard qui n'a rien à se reprocher, qui n'a rien à reprocher à ses garçons. Il est plutôt fier de son équipe. Oui, la satisfaction vient de la victoire. Après, on n'est pas en un triomphe modeste parce que le match n'a pas été à la hauteur de ce qu'on espérait pour une première à domicile. Mais malgré tout, voilà, on prend des points et l'équipe affiche une bonne solidité parce qu'on n'a pas pris de but. Je crois qu'on a concédé 0 tir cadré, donc ça c'est appréciable. Après, on voit bien que les enchaînements, les relations milieu-attaquant, à l'image du but, qui a été parfait, mais il aurait fallu qu'on multiplie ce genre d'action-là pour mettre le Red Star, qui est une bonne équipe, plus en difficulté. Non, pas d'explication particulière, même s'il faisait chaud pour les deux équipes, mais on sentait bien un petit peu emprunté entre les lignes. Après, on sait qu'un match est 90 minutes, donc on n'est jamais affolé lorsque les 5-10 premières minutes, même si on a la première occasion, je crois, sur une touche offensive. Mais on sent bien l'équipe n'a pas encore tous ses repères, toutes ses relations. Un exploit individuel, on a eu un mauvais placement défensif sur une situation de décalage, une touche dans l'axe. Et un appel plongeant de Fortuné, mon latéral gauche ne suit pas la demande. On a fait le match qu'on attendait d'eux. Ils ont fait le match. On a eu quand même quelques situations de pouvoir marquer avant. En deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu une grande partie de la mainmise sur le jeu, malgré sur des contres en fin de match, ils peuvent marquer le deuxième but. Et encore une fois, qu'à la deuxième journée, il nous a manqué l'essentiel. On a une occasion énorme pour égaliser. Je pense que si on égalise, on peut leur mettre le doute. Voilà. Il nous a manqué l'essentiel cet après-midi. Beaucoup de regrets pour eux. On fait beaucoup d'efforts. Il faut continuer à travailler, à bosser. De toute façon, c'est la seule vertu qui existe dans ces situations-là. C'est ça, c'est la seule vertu qui existe. Continuer à travailler aux entraînements en attendant que justement ça paie du côté du Red Star. Allez, je vous donne le classement avant d'ouvrir la page spéciale Sochaux-Valenciennes avec en première position Metz avec 6 points, deuxième Niort 6 points, troisième Valenciennes 6 points, quatrième Lens 6 points. Ensuite, on retrouve 5e le Paris FC avec 4 points. Jusqu'au 7e Grenoble, les équipes ont 4 points. Ça va avoir le Gazélec Ajaccio également. 8e Béziers, 3 points. Ensuite, on retrouve Brest 3, l'AC Ajaccio, Le Havre. L'AC Ajaccio avec 3 points. Le Havre 2 points. Ensuite, on retrouve 13e Lorient, mais qui jouera ce soir. 14e Châteauroux, mais qui jouera ce soir également 1 point. Ensuite, on a Clermont Foot, 15e avec 1 point. Et ensuite, on retrouve 5 équipes avec 0 points. 16e le Red Star, Sochaux 17e, 0 points. 18e Auxerre, Nancy 19e et 20e Orléans. Prochaine journée, je vous donne vite la compo. Ensuite, on écoutera le résumé de la rencontre Sochaux-Valenciennes. Et on aura un supporter de Valenciennes également qui sera en direct avec nous. Alors, la prochaine journée, ce sera le vendredi 10 août, ce sera la 3e journée, avec à 20h, l'AC Ajaccio qui recevra le Football Club Sochaux-Montbéliard. On espère une victoire des Sochaliens. À 20h également, Nancy recevra Lens, Valenciennes Châteauroux, Red Star Le Havre, Grenoble Niort, Brest Paris FC, 3 Béziers, Orléans Auxerre et le Gazélec Ajaccio recevra Lorient à 20h. Et le samedi 11 août, ce sera la poursuite de la 3e journée avec Clermont Foot qui recevra Metz à partir de 15h. Et on ouvre cette fois-ci la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard, à votre club. Et votre club qui a été défait, qui a été battu au stade Bonal 1-0, un but de Johan Ramaré à la 41e minute de jeu. Et ça suffit au bonheur des Valenciennois qui s'étaient imposés face à Auxerre lors de leur premier match 3-1. Ça fait 6 points en 2 matchs pour les hommes de Réginald Ray. Et on va écouter tout de suite le résumé de cette rencontre. Et ensuite on aura un supporter de Valenciennes, je crois que c'est François si je ne me trompe pas. Battu à Grenoble 1-0 lors de la première rencontre, Sochaux joue à domicile et accueille Valenciennes, des Valenciennois qui eux ont été impressionnants en s'imposant 3-1 contre la Auxerre. Le match s'annonce donc particulièrement intéressant entre des Valenciennois qui veulent confirmer, des Sochaliens qui veulent enfin prendre leur premier point. Le premier but de la partie est en faveur de Valenciennes grâce à Johan Ramaré. Il a fallu attendre la 41e minute pour avoir une action tranchante.
Et Ramaré qui surgit pour marquer à 4 minutes de la mi-temps. C'est un premier but cette saison pour un garçon qui marque très peu. 10 saisons de Dominos Ligue 2 et 4 buts inscrits avant celui-là. Une performance donc pour lui et Valenciennes qui mène 1-0 à l'extérieur à la mi-temps. En seconde période, Sochaux attaque pour égaliser et pour marquer son premier but de la saison. Jolie tentative, mais Damien Perkis parvient à s'interposer. Encore les Sochaliens en action et cette reprise contrée. Deuxième chance, parade formidable de Perkis pour empêcher le but sochalien. Ça ne veut pas sourire pour les Lionceaux, une équipe extrêmement remaniée qui a du mal à trouver le chemin des filets. Valenciennes est tout proche de doubler la mise avec ce tir de l'extérieur du pied de Laurent Dos Santos. Pas de but supplémentaire et victoire de Valenciennes 1-0 sur le terrain de Sochaux. Et oui, victoire de Valenciennes 1-0 sur le terrain de Sochaux. Et ce soir, on a un supporter justement de cette équipe de Valenciennes, c'est François. Bonsoir François. Oui, bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, hein. Après une victoire, on va toujours mieux. Hein. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé justement ? Vous étiez au Stade Bonal ? Oui, tout à fait. On a fait le déplacement avec des amis et mon fils. On a fait l'aller-retour Valenciennes-Sochaux. Et on avait confiance après la victoire lors de l'inauguration du championnat. Donc, voilà, on s'était dit, allez, on va à Sochaux. Alors, c'est vrai que Valenciennes s'est imposé du côté d'Auxerre 3-1 avec 3 buts marqués en l'espace de 20 minutes. Oui, le début de championnat Tony Truant, sûrement dû au fait que très peu de changements dans l'équipe, que les joueurs se connaissaient bien et voilà quoi. C'est un petit peu peut-être la réussite de ce début de championnat. C'est ça, c'est la stabilité de l'effectif. C'est ça qui fait la force pour le moment. Même si on attend encore certainement des recrues, mais voilà, pour l'instant on est parti avec un effectif assez stable. Ce qui permet aux joueurs de bien se connaître et bien se trouver sur le terrain, même si le système de jeu a changé par rapport à la saison dernière. Alors c'est vrai que le club de Valenciennes espère encore recruter quelques joueurs. Oui. Il y a des manques à certains postes. Il nous manque un latéral gauche. Pour l'instant, c'est Anthony Gulzer qui fait un peu l'intérim. Plutôt bien d'ailleurs, hein, puisque pour un jeune du centre de formation, il a fait 2 belles prestations contre Auxerre et contre Sochaux. Et puis après, dans le milieu offensif sur les côtés et aussi éventuellement un milieu relayeur à venir. Mais bon, le président et l'entraîneur disent que ça dépendra aussi des départs qu'il pourrait y avoir dans l'effectif. Alors justement, on va revenir sur cette partie entre Sochaux et Valenciennes. C'est Valenciennes qui s'est imposé grâce à un but de notre ex-joueur également, Johan Ramaré, à la 41e minute de jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette partie ? Vu des tribunes, c'est vrai que ça n'a pas été un match facile pour nous supporters valenciennois, hein, parce qu'on a été quand même bien dominés, au moins sur la possession de balle par les Sochaliens. Après, comme la semaine précédente, c'était un peu le cas aussi, hein, un peu à l'instar de l'équipe de France. On a su profiter des occasions. La semaine dernière, 4 tirs cadrés et 3 buts. Ouais. Et puis cette semaine, c'est rebelote. Donc on va dire que l'efficacité est là et tant mieux pour le moment, quoi. Oui, le réalisme est présent du côté de Valenciennes. On a vu une équipe bien regroupée, bien en bloc. C'est ça aussi qui fait la force en Ligue 2 également. Il faut être costaud. Oui, derrière, c'est vrai que pour l'instant on tient bien, puisqu'on a encaissé qu'un but et c'est un but marqué contre notre camp par Baptiste Aloé la semaine dernière. Oui. Et puis un très bon Damien Perkis qui confirme d'année en année qui multiplie les bons matchs et voilà, une équipe c'est 11 joueurs, un gardien, il est là pour arrêter les ballons, il le fait plutôt bien. Oui, c'est vrai que c'est un grand gardien car il a vraiment fait des gros arrêts, notamment sur une reprise à bout portant de notre attaquant bosniaque Demirovic qui vient d'arriver au club, et ça c'était vraiment une superbe parade, hein. Donc c'est bien Damien Perkis, pas l'ancien joueur qui était chez nous, hein. C'est bien le gardien de Valenciennes pour ceux qui... qui était à Caen avant de venir à Valenciennes. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est... en tout cas, c'est un très bon début de championnat. Alors moi, je voulais savoir un petit mot sur l'entraîneur quand même, Réginald Ray. Bon, c'est vrai que moi, je l'écoute souvent, ses conférences de presse. Et c'est vrai que je trouve que c'est un entraîneur, en tout cas, mais il me plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, justement, sur cet entraîneur ? En fait, il est arrivé en cours de saison l'année dernière pour reprendre le relais de votre ancien joueur qui était notre entraîneur. C'est ça, Farouk Aresdi Belgique.
Voilà. Et puis, il a fait avec l'effectif qu'il avait et puis le système de jeu. Et là, cette année, il prend un nouveau système de jeu avec un 5-3-2 où les arrières latéraux sont très offensifs et avec trois défenseurs centraux. Si on peut dire que Ahmed Kantari et Baptiste Aloué ont bien trouvé leur place, Dabo qui avait l'habitude de jouer à 2 derrière, pour l'instant encore un peu de mal, mais je pense que ça se travaille à l'entraînement et ça devrait dans les prochaines semaines s'arranger. Et surtout si Niakate venait à rester, il vient de faire le championnat d'Europe U19 et on espère le garder, même si on sait que pas mal de clubs le convoitent. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi dans cette équipe de Valenciennes, parce qu'on sait qu'elle forme aussi des joueurs, c'est important pour l'avenir d'un club, la formation. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe, dans ce groupe? Oui. Là, justement, on parlait de Dabo qui n'est pas très vieux, Niakate qui pour l'instant n'est pas là, mais qui fait partie des U19, Gulzer qui est aussi un jeune. Après, on a Julien Masson qui était remplaçant, qui fait aussi partie des jeunes. On a d'autres jeunes, Steve Ambry qui est rentré en fin de match aussi contre Sochaux et aussi on s'appuie toujours sur le centre de formation et régulièrement on vend des joueurs malheureusement pour aussi régler les déficits structurels que le club peut avoir et permettre de repartir d'une saison à l'autre. Donc ça fait qu'on ne peut pas les garder malheureusement, mais ces dernières années on en a perdu quand même quelques-uns qui aujourd'hui ont confirmé dans les clubs dans lesquels ils sont. Oui, c'est sûr, c'est pas toujours évident de pouvoir garder ces jeunes joueurs. C'est sûr que c'est aussi, et il faut aussi des rentrées d'argent de temps en temps. Oui. Alors, moi, je voulais savoir votre sentiment. Bon, ça sera pas sur votre équipe, mais sur cette équipe Sochaux. Comment vous l'avez trouvé? Parce que c'est vrai que beaucoup supporters, que ce soit Sochaux ou ailleurs, justement, ils ont l'image de cette possession de balles, mais à la finale, peut-être pas forcément avec beaucoup d'occasions à la clé. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti justement depuis le stade? Complètement, oui. À un moment donné, on s'était dit, je crois qu'ils peuvent jouer longtemps. Et un peu à l'espagnol, comme jouait un peu l'équipe d'Espagne. Voilà, c'est ça. On les a trouvés assez manquer de réalisme à l'opposé de notre équipe. J'ai trouvé que ça a déployé un beau football, que c'était assez cohérent, mais que dans les derniers gestes, il y avait la maladresse, parce que dès la première minute, on aurait pu prendre un but et ça aurait été avec Demirovic ou un très bon Damien Perkis qui repoussait les occasions, mais c'est vrai que pour avoir suivi le championnat l'année dernière, il y avait des équipes qui étaient bien plus faibles que celles de Sochaux qu'on a pu voir vendredi soir au Stade Bonal. Alors c'est vrai qu'à leur décharge, c'est vrai que l'équipe a été complètement changée, on peut dire complètement. Ouais. Alors sans doute qu'il manque aussi, comme toutes les équipes, des automatismes avec des joueurs, justement avec l'arrivée de cet attaquant bosniaque qui est arrivé dans la semaine, donc forcément il faut des automatismes, il faut des matchs aussi pour que les joueurs se connaissent. Je suppose que vous avez vécu ça aussi du côté de Valenciennes. Pas toute l'équipe a changé, mais je veux dire, ça peut... Par le passé, c'est arrivé aussi. Oui. C'est arrivé par le passé qu'on avait de gros renouvellements et c'est vrai que les recrutements tardifs aussi. Oui. Aujourd'hui, on attend un petit peu avant de recruter un peu tout le monde. On voit actuellement, il n'y a pas beaucoup de mouvements dans les transferts, donc je pense qu'on ne peut pas juger pour l'instant les valeurs des équipes au moment où on se parle. Alors j'avais une question aussi à vous poser, parce que vous êtes supporter, et c'est vrai que nous ici du côté de Sochaux, vous avez sans doute suivi également peut-être de loin le rachat, on a par un actionnaire chinois, ensuite des Espagnols qui sont venus justement, avec aussi notre tribune active qui en tout cas boycotte cette saison. On n'a pas envie d'encourager cette équipe car elle pense que ce club a perdu son identité. Qu'est-ce que justement vous pensez Vous pensez justement C'est vrai que c'était surprenant, c'est la remarque qu'on s'est faite avec les collègues quand on est arrivé, la présentation des joueurs extrêmement calme. Oui. Alors, bon, après, pour l'équipe adverse, c'est un peu normal, mais quand on présente... C'est vrai que pour ces deux matchs, la tribune était suspendue en raison des incidents qu'il y avait eu la saison dernière.
j'avais vu ça aussi. Oui. Après, c'est vrai que on a pas les mêmes problèmes chez nous, mais je sais qu'il y a une frange des supporters valenciennois qui sont assez mécontents de la manière de la gestion, notamment sportive, du club de Valenciennes. Et pour autant, jusqu'à présent, malgré tout, en tribune, les supporters sont toujours là pour supporter, pour encourager. Et pourtant, les désaccords sont assez profonds avec le président Ziyech depuis plusieurs saisons, où on lui reproche trop de faire de la gestion financière et de ne pas avoir l'ambition que devrait avoir un club comme Valenciennes au vu de ses installations. Alors après, c'est vrai qu'il faut aussi des moyens, c'est peut-être ça aussi qui peut faire défaut du côté de Valenciennes, non? Ou pas du tout? Oui, tout à fait, oui. Des rumeurs de repreneurs ont eu lieu. Alors, comme toujours, une rumeur, c'est une rumeur, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc voilà, les plus virulents reprochent au président de ne travailler que pour lui, que pour sa place, et au détriment de l'ambition que peut avoir le club, même si pour l'instant les résultats permettre au club de se maintenir de saison en saison, qui avait un fort déficit qui a été épuré depuis la saison dernière. Le club avait failli disparaître il y a quelques saisons. Là, aujourd'hui, a priori, on repart sur une situation saine, donc on espère que l'ambition reviendra aussi pour notre club. Oui, à terme, l'ambition, c'est de monter en Ligue 1, car Valenciennes a déjà connu la Ligue 1, je suppose. Oui, tout à fait. On avait reconnu la Ligue 1 il y a quelques saisons et on aimerait bien y retourner, comme tout le monde, comme Sochaux, oui, comme les 19 autres équipes qui sont dans ce championnat. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ce championnat de Ligue 2? C'est vrai que la saison dernière, on a l'impression que tout le monde pouvait battre tout le monde, et peut-être que cette saison, ça va repartir un petit peu pareil, même si on voit déjà une équipe comme Metz qui se dégage un petit peu, mais c'est vrai que c'est que la deuxième journée, c'est un championnat qui est très très long et très serré. Oui, Metz paraît au-dessus, comme pouvait l'être un peu Dijon la saison dernière. Mais c'est difficile à dire. Effectivement, on a l'impression que tout le monde peut battre tout le monde. Je me souviens que l'équipe nous a mis parmi les équipes descendantes, et pour l'instant, on a gagné 2 matchs. Donc, si on estimait qu'on devait descendre, c'est qu'on n'aurait pas dû avoir ces résultats-là. On commence quand même contre Auxerre et Sochaux, qui sont quand même aussi deux clubs réputés plus solides que Valenciennes. On enchaîne avec Châteauroux dès la semaine prochaine et Lorient. C'est quand même un début de championnat qui n'était pas forcément au départ facile pour le VAFC. Oui, puis c'est important de prendre des points dès le départ aussi. Oui, c'est important. Ça met en confiance un groupe et ça peut créer une dynamique. L'année où on était remonté en D1, c'était passé un bon début de saison, et puis derrière, ça s'est confirmé. On n'avait pas forcément l'équipe pour monter, mais qui a pris confiance et qui a fini par monter en division 1. Les matchs amicaux avaient été dans l'ensemble satisfaisants ou pas du tout selon vous? On va dire que c'était mitigé. Les premiers étaient plutôt encourageants. Après, on a joué beaucoup d'équipes belges. Ça a été moins concluant. Et puis, finalement, on s'aperçoit que le début de championnat, pour l'instant, est assez rassurant. Mais bon, il faut confirmer. C'est pas après 2 matchs qu'on peut dire ce qui va se passer. On sait très bien que ça peut très vite tourner. Alors, prochain match, ce sera donc la semaine prochaine face à Châteauroux. Il va falloir encore prendre 3 points. Oui, ce sera sûrement l'objectif, essayer d'engranger de la confiance. Et puis après, il y aura le match, la double confrontation contre Lorient, puisqu'on les rencontre à domicile mardi en coupe, et on va à Lorient en championnat de samedi qui suit. Donc c'est 2 belles semaines qui s'annoncent pour le club. En tout cas, on vous remercie beaucoup, François, d'être intervenu ce soir. C'était en tout cas un moment très sympa. Et puis, bonne continuation à votre émission. Merci, bonne continuation au VAFC aussi également cette saison. Puis on se reverra peut-être pour le match retour dans quelques mois. Avec plaisir. Merci beaucoup, François. Et puis merci à tous ceux qui ont souhaité aussi participer. J'espère qu'il y en aura aussi plus la prochaine fois, justement, pour parler de votre club. Et ce soir, c'était du côté de Valenciennes. Merci beaucoup, François. Merci, Frédéric, au plaisir. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, et puis à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.
C'était François, supporter de Valenciennes, justement, qui nous parlait de son club et surtout de la belle opération qu'a fait le VAFC du côté du Stade Bonal. Eh bien, c'est à vous, supportrices, supporters de Sochaux ou de Valenciennes. Hein, si vous voulez intervenir en direct, vous pouvez le faire. Hein. Il suffit de nous appeler au 03 81 50 67 51. Faites comme François et puis venez nous parler de votre club. Et là, on va s'intéresser maintenant à la réaction des entraîneurs entre justement José Manuel Herra pour le FCSM et également Réginald Ray du côté de Sochaux. Battu à Grenoble 1-0 lors de la première rencontre, Sochaux joue à domicile et accueille Valenciennes, des Valenciennois qui eux ont été impressionnants en s'imposant 3-1 contre la JOCR. Le match s'annonce donc particulièrement intéressant entre des Valenciennois qui veulent confirmer, des Sochaliens qui veulent enfin prendre leur premier point. Le premier but de la partie est en faveur de Valenciennes grâce à Johan Ramari. Alors, on va pas remettre le résumé, hein, on l'a déjà écouté tout à l'heure. Alors là, on va juste prendre la réaction. Todo lo que teníamos que hacer y lo que habíamos trabajado durante la semana para llegar a hacer peligro a Valenciennes, lo hemos hecho. Nos ha faltado definir y nos ha faltado encontrar el gol en las numerosas situaciones que hemos tenido. Le but, évidemment, c'est ce qui nous a manqué. Après, tout le travail qui a été fait durant la semaine pour mettre en danger Valenciennes, c'est produit. Et tout ce qui nous a manqué, simplement, c'est le but. No, yo no pido nada. Yo lo único que nos dedicamos es a trabajar desde dentro y a intentar conseguir buenos resultados. Y van a llegar. El equipo sería mucho más preocupante que en estos dos partidos no hubiéramos generado ninguna situación para hacer gol. En estos dos partidos hemos generado situaciones muchas más situaciones para hacer gol que el rival. Y el gol va a llegar. Entonces hay que seguir creyendo en lo que estamos haciendo, hay que seguir confiando en lo que estamos haciendo. Y dentro estamos tranquilos con el trabajo que se hace. Y estamos tranquilos que el equipo va a crecer y el equipo va a conseguir resultados positivos. Moi, tout ce que je cherche, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est travailler et le résultat viendra. Sur les derniers matchs, c'est vrai qu'on a généré beaucoup d'occasions qui se sont pas traduites en but, mais nous on est confiant à l'intérieur, on est confiant, on a confiance dans notre travail et on sait que ça nous apportera des résultats. Ouais, enfin moi j'ai pas trouvé une équipe en manque de repères. Forcément le match n'est pas bien déroulé pour eux parce qu'on a fait ce qu'il fallait. C'est une équipe qui gagnera des matchs, ne soyez pas inquiets. Alors, ce qui est important c'est que nous on continue notre construction de saison, match après match. Allez, on a fait le boulot ce soir. On va se préparer pour en faire de même la semaine prochaine contre Châteauroux. Eh bien oui, on espère pour cette équipe de Valenciennes qu'elle fera de même et pour Réginald Ray face à cette équipe de Châteauroux. Mais là, je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Comment ça va? Oui. Ça va bien, malgré la défaite? Ça va, bon, un peu déçu de la défaite, mais après voilà, quoi. Moi, je dis qu'avec un arbitre comme ça, on peut pas gagner un match, quoi. Ah, ça y est, c'est la faute de l'arbitre alors? Ah, Demirovic, quand il part, il n'est pas en jeu, hein. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, c'est vrai. Il n'est pas hors jeu. Sur la deuxième action, il est retenu par le bras. Bon, après, retenu par le bras, bon, ça peut siffler pénalty ou ça peut pas siffler. Et puis, la faute sur Emmanuel Anderson, je pense qu'il y a quand même pénalty quand même, quoi. Ah, il y a un petit quelque chose, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. Après, on est tombé sur, comme on le disait tout à l'heure avec François, sur un gardien aussi comme Damien Perkis qui a fait les bons arrêts au bon moment hein, face à Demirovic à bout portant. Sur le but de Valenciennes, je ne sais pas s'il n'y a pas un contrôle de la main quand même. Après, sur le but de la main, bon, il pourrait y avoir faute sur Verdon, mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé, en tout cas, il a laissé jouer. Et on s'est fait avoir un petit peu comme des Bleus, il faut le dire aussi. Josema s'est fait un petit peu avoir, on était un petit peu à la ramasse sur le but et puis on s'est fait punir car Valenciennes n'a pas eu non plus pléthore d'occasions, mais ils ont bien joué le coup. Dans le jeu, Sochaux, ils ont quasiment dominé, on va dire 80% du match, quoi. Oui, mais dominer n'est pas gagner, comme on dit. Oui. Dominer, c'est une chose, mais... Oui, c'est vrai, dominer n'est
pas gagné. Bon, après, on voit quand même que dans cette équipe sochalienne, ça manque d'automatisme, c'est quand même criant. Hein. Il y a quand même toute l'équipe à changer, il faut quand même le rappeler. Mis à part nos jeunes joueurs comme Sofiane Daham, comme Jean de Fuchs, même Salem Mbakata n'était pas là. Donc, après, c'est l'entraîneur qui choisit, qui fait son équipe. Mais moi, j'aurais pas mis Daham, mais j'aurais mis comment? J'aurais mis l'Ukrainien, là. Covid, c'est un truc comme ça, quoi. Budviski. Oui, c'est un nom. Après, c'est pas le même poste. C'est pas le même poste. C'est pas le même poste non plus. Oui, aussi, voilà, quoi. C'est plus un attaquant. Sur ses pieds, il peut arrêter, c'est encore pas... Bon, ça manque un peu de justesse, quoi. Oui, c'est ça. Ça manque un peu de justesse. Alors, est-ce que justement... Quand on regarde les mains en fin de match, les occasions, on les a pour égaliser, quoi. Est-ce que toi, tu aurais mis, par exemple, Demirovic d'entrée de jeu? Parce que Demirovic était quand même arrivé en début de semaine. Peut-être un petit peu... je crois qu'il l'a titularisé d'entrée de jeu dès le début du match, je crois. Oui, dès le début du match. Mais justement, est-ce qu'un joueur qui vient d'arriver, est-ce que c'est une bonne chose de le mettre titulaire d'entrée? Ou est-ce que José Manuel Herrera cherche encore un petit peu son équipe? Ben ouais, après c'est difficile à dire, quoi. C'est difficile à dire parce que Nando, sur le côté, il a fait deux, trois belles accélérations. Oui, c'est un très bon joueur. Après, on a une occasion, je sais plus qui c'est qui part sur l'aile gauche, là. En deuxième mi-temps, qu'on a l'occasion pour égaliser, là. Oui. Il part, Demirovic, il est tout seul dans l'axe, il doit s'entrer tout de suite. Oui, ou même il y a l'action avec Sané aussi qui déboule sur le côté gauche et qui essaie de la redonner justement à Demirovic, mais peut-être qu'il aurait dû tenter sa chance. C'est l'action-là. Il essaie de rentrer et puis il la donne et puis Demirovic il rate un peu sa frappe, quoi. Après on peut se dire est-ce que Sané n'aurait pas dû prendre sa chance lui-même, puis de tenter une frappe même si c'est un angle fermé, tenter quelque chose. Je pense que à la deuxième touche de balle, s'il la donne à Demirovic, je pense qu'il y a but. Bon, après on voit quand même que cet attaquant bosniaque a quand même un gros potentiel. Hein. Ah oui, techniquement, il a un énorme potentiel. Après, il est jeune, hein, il n'a que 20 ans. Oui, c'est ça, quoi. Alors, je pense qu'une fois qu'il va trouver ses marques, je pense que les filets vont trembler, quoi. Je l'espère, d'ailleurs. Faut l'espérer pour Sochaux en tous les cas. Et en fait, il manque que le premier but pour peut-être faire sauter le verrou, on va dire. Parce que tant qu'on marque pas, forcément, les attaquants, un attaquant, il marche à la confiance. Donc, tant qu'il n'y a pas de but, forcément, c'est compliqué. Mais alors, justement, qu'as-tu pensé aussi de la rentrée de Victor Gletzling, qui pour moi, j'espère, dans les années à venir, sera une des révélations de Sochaux, parce que il a des centres de formation, lui. Ah oui, il est 100% sochalien, celui-ci. Ouais, 100%. Ben moi, je l'aurais mis à la place de Daham. Enfin, après, bon, c'est peut-être pas le même poste non plus aussi, mais après, voilà, quoi. Mais j'aurais pas mis Daham d'entrée de match. Oui. J'aurais mis Daham en remplaçant, moi. Pourquoi? Parce qu'il a fait il a pas fait forcément un bon match pour toi à Grenoble? Oui, pas forcément, mais après c'est difficile à dire. Hein, c'est pas. Moi, je trouve que sur les coups de pied arrêtés, il est pas précis. Il les frappe pas assez bien. Voilà. Pour moi, il est pas assez précis avec les coups de pied arrêtés, quoi. D'accord. Bon, écoute, après, le coach verra. C'est mon opinion que je donne, chacun a son opinion. Oui, de toute façon, on est tous entraîneurs. Après, c'est les entraîneurs qui voient les joueurs la semaine, et des fois, on est un peu surpris par les compositions d'équipe, mais c'est parce que toute la semaine, eux, ils voient au quotidien les joueurs et ils peuvent juger justement si le joueur est performant ou pas. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir que Victor rentre pour quelques minutes, parce que dans les matchs amicaux, il a quand même fait de très bons matchs. Il a quand même mis 4 buts, donc ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il est très bon, ce joueur, il est très bon. C'est pour ça, bon... Mais il aura sa chance cette saison. Oui. C'est pour ça. Après, à Ajaccio, est-ce qu'il va mettre Gletzling à la place de Daham? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'on va jouer avec deux attaquants, surtout? Parce que là, on avait un petit peu en première mi-temps que Demirovic seul en pointe. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas mettre deux attaquants, peut-être avec Victor, ou alors mettre
je vais y arriver, Budviski, j'ai un peu de mal. Je vais dire Philippe, ça sera plus rapide. Justement en pivot et puis avec un attaquant qui tourne autour. Bon, c'est la question que devront se poser les entraîneurs, mais c'est vrai qu'il faut qu'on marque ce premier but parce que je pense que ce premier but va libérer un peu tous nos attaquants. Ça va faire un déclic, oui, j'espère parce que c'est vrai que dans le jeu. Ouais, mais comme tu dis, moi je mettrais Budviski et puis Demirovic qui tourne autour. Pourquoi pas après ça peut être une solution pour l'entraîneur. C'est une solution. Après, je pense qu'une fois qu'il y aura des automatismes, je pense que derrière on sera plus solide parce que le trio quand même Verdon, Paes et puis également Josema, c'est quand même costaud. Bon, pour le moment ils ont. En défense c'est bon. Mais avec le petit Salem. On a une bonne défense, mais c'est vrai que sur le but on se fait avoir comme des bleus quoi. Avec le petit Salem Mbakata aussi qui est très très bon. Mais je trouve bon aussi Mbakata. Formé aussi ici. Il n'est pas mauvais non plus. Oui, il fait un très bon match avec Jando, Fuchs aussi également au milieu. Mais sur est-ce qu'il y a un joueur qui t'a paru... Est-ce qu'il y a un joueur... Oui, quand vas-y. Il lève le drapeau, mais il n'est pas du tout hors jeu. Moi, j'étais pas au stade, j'ai regardé le match à la télé. Hein. Ouais, d'accord. Eh ben, à la télé, même Robert Malm de Bein, il a dit, il n'y a pas du tout hors jeu. Oui, mais on n'a pas encore le VAR. Mais celui qui l'accroche après, là, celui qui lui tire le bras, là, le numéro 28 de Valenciennes. Oui. C'est lui qui le court. Ah, d'accord. Donc il n'est pas hors jeu. Donc après, s'il ne lève pas le drapeau, qu'il y a un face-à-face, après, il peut peut-être perdre le face-à-face ou alors aller défier Damien Perkis dans les médias, quoi. Oui, après, on verra en tous les cas. Bon, prochain match du côté d'Ajaccio. Ah, ça va être dur, d'abord. Encore, c'est dur d'aller gagner d'abord. Encore, c'est jamais facile, mais. C'est jamais facile. Mais bon, il va falloir ramener quelque chose quand même, parce que ce sera le troisième match. Ça serait bien de ramener un petit point, quoi. Mais comme je disais encore avec les collègues de travail ce matin, regardez, Lens, la saison dernière, ils ont perdu les 8 premiers matchs, puis ils se sont maintenus. Oui. Après dans le football, tout peut se passer. Exactement, tout peut se passer. Eh bien, on verra du côté d'Ajaccio. Eh bien, on te remercie, Bernard, en tout cas, d'être intervenu encore une fois ce soir. Et puis, moi, j'appelle tous les lundis. Oui, on commence à avoir l'habitude. Fidèle auditeur, eh bien, on se retrouvera sans doute lundi prochain face à l'AC Ajaccio. Ah oui, puis j'espère avec les 3 points, ça serait bien. Eh bien, écoute, on l'espère, Bernard. En tout cas, Bernard, pardon. On espère que les Sochaliens nous ramèneront les 3 points de l'île de Beauté. Eh bien, merci, Bernard. On te souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis à bientôt. À bientôt, bonsoir. Puis allez Sochaux. Merci, bien allez Sochaux, bien évidemment. Allez Sochaux. Et oui, c'était Bernard, fidèle auditeur, justement, qui nous parlait de cette rencontre. Eh bien, on va l'écouter. On a parlé de Victor Glensling dans cette partie consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard. Eh bien, justement, on va l'écouter, Victor. C'est quand même un grand plaisir, une grande fierté. Après, quand on regarde la physionomie du match et puis qu'on est mené 1-0 et qu'on a envie de rentrer, faire la différence et puis on a plein d'occasions pour pas la mettre au fond, c'est dommage. Ça frustre, mais après franchement, à titre personnel, c'est vraiment un grand plaisir, une fierté pour ma famille et pour mes amis aussi qui sont derrière moi. Et on attend d'autres. Et oui, c'était Victor Glensling. Et ben là, on va se diriger du côté des Parigots de Sochaux. Je ne sais pas si vous connaissez cette association qui est basée sur la région parisienne avec notre confrère David Sandona de France Télévisions qui explique justement au micro de Stéphane Vaux lors du match Sochaux-Valenciennes au Stade Bonal. Et ben justement, qu'est-ce que c'est les Parigots de Sochaux ? Voilà, retour sur la pelouse du Stade Bonal, mesdames, messieurs, pour démarrer justement cette saison ici à Bonal pour ce premier match. J'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous regardez France Télévisions et notamment tout le sport, c'est David Sandona. Salut David. Salut, bonsoir. Bienvenue au Stade Bonal, un stade que tu connais bien. Alors, on sait que tu animes la section Les Parigots de Sochaux. Supporter du FC Sochaux-Montbéliard depuis combien de temps, David ? Eh bien, depuis ma naissance, finalement, étant de Pontarlier, ai-je un autre choix que d'être supporter du FC Sochaux. Et je me souviens, petit, j'étais dans la tribune Forge en face, Sochaux-Fiorentina. Sous le soleil. Ouais, sous le soleil, exactement. Et je suis supporter de toujours parce que c'est le club de notre région. Et regardez les couleurs. Moi, je dis toujours dans mes veines,
coule du sang jaune et bleu. Jaune et bleu, c'est vrai. Et je le vois sur Twitter, c'est vrai que tu l'écris régulièrement. Quelques mots sur la section Les Parigots de Sochaux. Elle existe depuis combien de temps, cette section? Créée en 2013, on a une banderole qui a un peu bougé à cause du vent, mais qui est là. En 2013, avec quelques francs-comtois exilés à Paris, fans du FC Sochaux, qui voulaient créer cette section. Et puis 10, 20, 30, 40, et nous sommes plus d'une cinquantaine aujourd'hui. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que sur les 50, la moitié sont des francs-comtois, et l'autre moitié sont des gens qui n'ont aucun rapport avec la région, qui aiment juste le foot. Et j'aime le FC Sochaux-Montbéliard parce que c'est vrai que c'est un club que tout le monde, on l'avait vu notamment en 2014, c'est vrai que le public français aime le FC Sochaux-Montbéliard, club historique, seulement 90 ans, only 90, c'est le hashtag. Only, et croyez-moi, quand à Paris on dit qu'on est supporter de Marseille, ça se passe pas bien, de n'importe qui, mais quand vous dites que vous êtes de Sochaux, eh bien les gens ont une petite lueur dans les yeux. C'est vrai. Quels sont les objectifs de la section? La section est de suivre le FC Sochaux. Depuis Paris, c'est pas évident, on est à 500 km. On se réunit là, par exemple, ils sont dans un café, porte de Versailles, tous devant la télé à regarder le match. Et puis on fait les déplacements pour le Paris FC, le Red Star, et puis tout ce qui est autour, c'est-à-dire Lens, Auxerre. On essaye d'aller le plus souvent possible voir les matchs du FC Sochaux. Le plus loin pour nous, finalement, c'est ici. Et combien de membres? On est 50. À 50 membres, bah, écoutez, c'est très bien. Donc si on veut rejoindre la section Les Parigots de Sochaux, Facebook, Twitter, Les Parigots de Sochaux, et bien évidemment vous accueillir avec grand plaisir avec un concours de pronostics, croyez-moi, qui donne lieu à chaque week-end à de grands débats. Le grand débat du côté des Parigots de Sochaux. Mais là, ce soir, là, on va revenir à une actualité. On va être avec Adrien. Bonsoir Adrien. Bonsoir Fred. Franchement, ça fait plaisir d'entendre David Sandona. Et en écoutant ça, ça me fait penser qu'on a pas mal de journalistes francs-comtois qui sont dans le sport, entre David Sandona, Alexandre Pasteur qui fait le cyclisme et Christophe Paco. Ça en fait un sacré paquet. Hein. Exactement, la Franche-Comté est bien représentée, elle est à l'honneur. Et bientôt Frédéric Chevassus. Bah écoute, je sais pas que le ciel t'entende, j'en sais rien, mais bon, en tout cas, on est passionné et on aime ça, le sport. Alors justement, tu vas nous parler de quoi ce soir? Alors je vais parler de la Coupe du Monde de foot féminine de la FIFA, catégorie U20. Ah bah c'est bien de parler du foot féminin, parce que la prochaine Coupe du Monde aura lieu, bien sûr, en 2019, ici, en France. Exactement. Et donc voilà, c'est un petit prémisse, et c'est en Bretagne où je suis actuellement, puisque je transporte l'équipe de la Corée du Nord. D'accord. C'est très sympa d'ailleurs de transporter les équipes comme ça. Et donc j'ai assisté moi à 2 matchs hier. Enfin j'ai en tout cas aperçu pendant mon travail les matchs Mexique-Brésil. Avec un... Ça devait donner là. Ça devait donner. Mexique-Brésil. Ça devait donner. Oui, ça s'est terminé par un 3-2. Ah 3-2. Oui. Le Brésil aurait pu égaliser à la fin, puisqu'ils ont eu un penalty, mais penalty loupé malheureusement. Donc le Mexique l'a remporté. Et l'autre match du groupe B, c'était la Corée contre l'Angleterre. Et l'Angleterre donc qui a gagné 3-1. Voilà. D'accord. Voilà pour le groupe B, donc ce qui fait que le Mexique et l'Angleterre sont les 2 premiers ex-aequo avec 3 points, et la Corée et le Brésil sont 3e et 4e avec 0 points. D'accord, ok. Et voilà quel est le favori dans cette compétition? Il y a un favori Le favori, alors j'ai pas, il y a le favori, on va dire, on va partir sur la Corée, parce qu'ils étaient, ils ont été champions du monde ils ont été champions du monde sur la dernière Coupe du Monde en U20. Et la génération que je transporte, il y en a qui ont déjà été championnes du monde dans une autre catégorie. D'accord. Donc voilà. Tu transportes des championnes alors? Je transporte des championnes, tout à fait. Ça fait plaisir. Bah oui. J'ai d'autres résultats si vous voulez. Hein. Bah vas-y, donne-nous. Alors, donc groupe A, les Pays-Bas qui ont battu la Nouvelle-Zélande 2-1, et la France qui a battu le Ghana 4-1. D'accord. Voilà, groupe C, c'était aujourd'hui avec l'Espagne qui a battu le Paraguay 4-1. Et le Japon qui a battu les États-Unis 2-1. Et enfin le groupe D,
l'Allemagne qui a battu le Nigeria 1-0 et la Chine qui a battu Haïti 2-1. Et les États-Unis ne sont pas forcément favoris alors. On sait que c'est une grande nation de football. Après, ils font partie des favoris avec la Corée. Il y en a 2 ou 3 voilà, qui sont favoris. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Donc voilà pour les résultats pour les résultats tout simplement de cette première journée. La deuxième journée aura lieu à partir de mercredi jusqu'à jeudi. Et la compétition se termine quand ? Et la compétition se termine le vendredi 24 août. D'accord, ok. Écoute, on en reparlera d'ici là alors. Ouais, y a on pas peut de faire souci, un point toutes les semaines si tu veux. On peut faire un point. Lundi prochain ? Bah oui, on peut faire un point lundi prochain sur la suite justement de ces journées, de cette Coupe du Monde féminine U19, c'est ça hein ? Ou U20 U20, pardon, voilà, c'est ce qui me semblait. Je vais vous donner les matchs par contre à suivre cette semaine, c'est mercredi et jeudi. Oui, vas-y. Donc il y aura pour le groupe A, ça sera donc les Pays-Bas contre le Ghana et France-Nouvelle-Zélande. D'accord. Voilà, groupe B, ça sera Brésil-Angleterre et Corée-Mexique. D'accord. Groupe C, ce sera un match entre l'Espagne et le Japon. D'accord. Et deuxième match entre les États-Unis et le Paraguay. Et dernier groupe, le groupe D, un match entre l'Allemagne et la Chine et un autre match entre Haïti et Nigeria. Eh ben, des beaux matchs en perspective alors, des belles équipes. Tout à fait, tout à fait. Des belles nations en tous les cas. Effectivement. Et voilà, c'est pas parce que c'est des U20 et que c'est des filles que ça joue mal, loin de là. Bien Je sûr, peux en attester. Le foot féminin progresse d'année en année et on voit de très bons matchs, de très bons matchs, donc il n'y a pas de raison. Les catégories sont là aussi, que ce soit en U19, U20, même avant. On voit des beaux matchs de partout et donc j'encourage tout le monde à aller voir le football féminin et le sport féminin en règle générale. Tout à fait. D'autant plus que les billets en plus pour le foot féminin ne sont pas chers du tout là pour la Coupe du Monde. Donc qui se déroule sur 4 sites. S'il y en a qui sont s'il y en a qui sont en vacances ou qui vont bientôt partir en vacances du côté de la Bretagne, ça se joue du côté de Vannes, Concarneau, du côté de Dinan également et du côté de Saint-Malo. Et le prix des places, c'est on va dire une petite dizaine d'euros. D'accord, très bien. En tous les cas, c'est très abordable, donc si les gens veulent y aller, il n'y a aucun souci. Eh bien, on te remercie beaucoup, Adrien. On va recevoir bientôt le président du football club Grand Village, justement, et qui accède à la National 3, et on va discuter un petit peu du club avec lui. En tout cas, merci beaucoup pour nous faire suivre cette Coupe du Monde U20, je ne me suis pas trompé. Et puis, on se retrouve lundi prochain, justement, pour que tu nous donnes les résultats, car on va suivre ça avec attention. Eh ben, il n'y a pas de souci pour savoir notamment si je reste pour la suite de la compétition. Ah d'accord, parce que tu sais pas si tu vas rester jusqu'au bout. Ah oui, oui, si elles sont éliminées, elles repartent. Pour l'écart, voilà. D'accord, elles attendent pas la finale, elles repartent direct. D'accord. Oui, tout à fait. Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Adrien, et puis à lundi prochain, peut-être. À lundi prochain, merci beaucoup Fred. Merci, à bientôt Adrien. Ciao.